Avant d'évoquer les événements actuels, les origines de ces événements, en fait le mondialisme en cours, il y a quelques points que je vais évoquer parce que à force de faire des conférences, de discuter avec des personnes, de les avoir au téléphone, soit par internet, voire même via Facebook, j'ai constaté, ou bien ne serait-ce qu'avec mes étudiants tout court, j'ai constaté que vous avez des personnes qui sont vraiment, qui connaissent beaucoup de choses sur le nouvel ordre mondial, qui sont calées, mais c'est pas tout d'avoir des connaissances, il faut encore avoir un esprit structuré. Après tout, Internet, Google, c'est rempli d'informations. Mais encore faut-il structurer ça. Alors je vais vous évoquer un homme pour qui j'ai une très grande admiration, qui est mort en 1936 et j'aurais sincèrement aimé le connaître. Cet homme s'appelait Jacques Bainville. Et il avait, c'est un historien, membre de l'Académie française, et il avait une méthode, une structure de pensée pour digérer une masse d'informations. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est le chef-d'œuvre, je dis bien le chef-d'œuvre qu'il a écrit en 1920 concernant le traité de Versailles. Le traité de Versailles 1919 qui donc donne apparemment la victoire aux Alliés, aux Français, aux Anglais, aux Américains. Et vous avez l'Autriche-Hongrie qui éclate, l'Allemagne qui est écrasée militairement et même réduite territorialement. Et en 1920, il écrit en matière de relations internationales le chef-d'œuvre. L'œuvre est inégalée et le livre a été réédité. Un livre qui s'intitule Les conséquences politiques de la paix, où en 1920, il donne tous les éléments qui vont conduire à la Seconde Guerre mondiale. Tous les éléments. Mais avec une méthode, c'est bien simple, quand on lit le bouquin après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus qu'à mettre les notes dans les bas de page pour dire, ah oui, il dit l'Autriche, mars 38. Ah, il parle des Sudètes. Ah oui, c'est vrai, c'était septembre-octobre 1938. Et puis il parle à un moment donné de la cause réelle qui va conduire à la Seconde Guerre mondiale, c'est le fameux couloir de Danzig, qui séparait l'Allemagne de la Prusse orientale, Königsberg, qui aujourd'hui s'appelle Kaliningrad, et il dit ceci, l'Allemagne, je vous cite de mémoire, l'Allemagne, cet animal méchant, accroupi au cœur de l'Europe, n'a qu'une griffe à étendre pour récupérer l'îlot de Königsberg, et à cet endroit se trouvent les prochains malheurs de la Pologne et de l'Europe. En 1920, il annonce septembre 1939. Il est mort en 1936, heureusement pour lui, il n'a pas vu tout ce qu'il avait prédit. Évidemment, pour avoir en 1920 été en mesure donc de prévoir avec tant de précision les événements conduisant à la Seconde Guerre mondiale, c'est simple, il donne tout sauf une chose, le nom d'Hitler. Il dit quand même, il ne manque plus que l'homme pour mener à bien cette affaire. Il avait une méthode, et cette méthode, je voudrais, c'est en 4 points, ces méthodes, je voudrais vous les donner. Premièrement, observation des faits. Et quand je dis observation des faits, c'est pas en fonction de son cœur, de ses pulsions, de ses envies, de ses sentiments, de ses religions, peu importe. C'est observation des faits, d'une manière froide, méthodique, comme un médecin légiste qui a un cadavre d'une jeune fille qui a été écrabouillée par un assassin, un type, je pense par exemple au massacre de oui, c'est le massacre de cette petite fille, enfin un jeune adolescent qui s'appelait Jeanne-Marie Kechelin, qui a été torturée, violée par un sadique. Je crois qu'elle a reçu 16 coups de couteau au niveau du vagin, le bas du ventre arraché, les ovaires arrachés, enfin bref. Eh ben, le médecin légiste, il a été froid, il a vu les faits et méthodiquement, il a exposé les raisons et ont conduit à la mort. Eh bien, c'est pareil. Il faut être un médecin légiste. On voit les faits. Il n'y a pas le sentiment de colère, on est pour, on est contre. On voit les faits. On est froid. Deuxième point, quand on voit des faits, on voit l'origine de ces faits, c'est-à-dire le principe de causalité. Qui est à l'origine de tel événement, qui, des fois, avec plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Le troisième élément, il faut, quand on s'intéresse au mondialisme, au nouvel ordre mondial, impérativement connaître le passé. Connaître, c'est-à-dire avoir une connaissance de l'expérience politique. Un exemple que je vous cite, l'exemple du XIIIe siècle, d'ailleurs c'est un exemple qui m'avait fait comprendre un peu la mécanique du mondialisme, où vous avez au début du XIIIe siècle un roi de Hongrie qui s'appelait, je crois, Géza II, qui a fait venir un groupe militaire qui s'appelait les Chevaliers Teutoniques pour lutter contre une tribu barbare du royaume de Hongrie qui s'appelait les Coumans. Et ces Chevaliers Teutoniques ont su battre les Coumans. Et donc, ça a rendu service au roi de Hongrie, Géza. Bon. Et puis, ces Chevaliers Teutoniques, c'est à la fois donc une organisation militaire, mais aussi religieuse, financière. Ces Chevaliers Teutoniques ont commencé à vraiment s'implanter dans le royaume de Hongrie
et à établir ce qu'on a appelé une prévôté, c'est-à-dire un lien direct avec le pape. Donc vous aviez chevalier teutonique, organisation politique, économique, financière très puissante, vivant au sein d'un État dirigé par un roi, et ces chevaliers teutoniques traitant directement avec la papauté, donc contournant l'autorité nationale. Et ce roi de Hongrie s'est rendu compte que s'il laissait faire les choses, il allait être pris entre le marteau et l'enclume et être écrasé. Et c'est ça qui lui a fait dire qu'il fallait réagir immédiatement et foutre à la porte les teutoniques pour ne pas avoir finalement un État dans l'État. Et ces chevaliers teutoniques se sont réfugiés en Pologne, et c'est eux qui allaient donner naissance à la Prusse. Prusse qui allait être le moteur de l'unité allemande et des deux guerres mondiales. Donc vous voyez que ces principes-là, il faut s'intéresser au passé, parce qu'en histoire, n'oubliez jamais ceci, en histoire, tout a été inventé. Ce qui change, c'est le matériel, les choses qui vont plus vite, plus loin, mais on retrouve les mêmes méthodes. Simplement, c'est la rapidité d'exécution qui aujourd'hui change. Quatrième point que Bainville développe, c'est l'impérative nécessité de connaître la psychologie humaine. L'éducation chez l'homme change, en bien ou en mal. La psychologie humaine, au cours des siècles et des millénaires, ne change pas. On est tous avec des envies, des pulsions. C'est uniquement l'éducation qui permet de canaliser, moyennement, beaucoup, pas du tout. Donc il faut vraiment avoir ces quatre paramètres, et avec ça, on peut ensuite se jeter dans l'étude du nouvel ordre mondial, en sachant évidemment qu'on n'arrivera jamais à 100% à être... Mais disons que ça permet de limiter la casse. Alors, fort de ces quatre éléments, vous avez eu la nuit dernière, et jusqu'à ce matin, 4 heures du matin, cette fameuse réunion de Bruxelles pour essayer de régler un problème qui est l'endettement faramineux des États, la Grèce en particulier, l'Italie, ça pointe son nez, pour essayer de juguler la crise de l'euro, enfin bref, de donner un élan à l'Union européenne pour véritablement reprendre le dessus. Alors, vous avez l'Italie, Berlusconi, qui s'est fait tirer les oreilles par Sarkozy et Angela Merkel, en particulier pour remettre de l'ordre dans ses finances, puisque la dette italienne monte en puissance. Et Berlusconi a dû vraiment, quasiment, l'arme sur la tempe, procéder à une refonte complète pour rassurer ses partenaires européens. Le problème, c'est que Berlusconi ne tient au pouvoir que grâce à un parti, le parti régionaliste, la Ligue du Nord de Bossi. Et en particulier, Berlusconi voudrait augmenter l'âge de la retraite de 65 à 67 ans, entre autres. Et Bossi, patron très puissant de la Ligue du Nord, régionaliste et indépendantiste, n'oubliez pas que chez ces Italiens du Nord, et entre autres de la Ligue du Nord de Bossi, l'Afrique commence au sud de Rome. C'est ce qu'ils disent. Dans ce sens que l'Afrique, considérée donc la botte italienne, au sud de Rome, ils disent, le fameux Mezzogiorno, que cette Italie coûte cher et donc ils veulent se débarrasser. Et donc avec la primauté donnée aux régions, ils voudraient finalement s'émanciper de l'autorité romaine. Et le problème, c'est que, alors, cette information, je la donne, je ne l'écris pas, mais je la tiens, vous savez, quelquefois, pour faire des conférences, puis de bouger un peu, on rentre en contact avec des personnes qui, quelquefois, certaines sont bien placées dans la hiérarchie militaire, ou bien dans les services administratifs bruxellois, et puis en catimini, ils vous balancent une information qu'on ne verra jamais dans les journaux. Il faut savoir que l'Allemagne soutient financièrement la Ligue du Nord. Et donc, imaginez Angela Merkel comme elle a dû savourer la situation où elle demandait à Berlusconi de procéder à des réformes profondes, dont rehausser l'âge de la retraite, en sachant que Berlusconi ne tient au pouvoir que grâce à son allié de la Ligue du Nord aussi, lui-même tenu par les Allemands qui le financent. Donc vous imaginez que pour Angela Merkel et ses collaborateurs, ils se sont dit on va flanquer une merde en Italie, et effectivement ce n'est que le début. Vous avez la Grèce, minée par les dettes. Alors, il faut dire aussi qu'ils vont chercher les Grecs, une fraude énorme. Les courants politiques de gauche et de droite ont tous plongé dans cette affaire. Il faut savoir aussi que la Grèce est dans bien des domaines en retard. Il n'y a pas de cadastre en Grèce. Donc déjà, pour établir une organisation au niveau de l'État grec, quand vous n'avez pas de cadastre, c'est pas évident. La Grèce est littéralement sous protectorat de l'Union européenne et indirectement du FMI. Alors, vous avez cette situation ubuesque
où la Grèce est rentrée de l'Union européenne parce qu'on a trafiqué les chiffres. Entre autres, les chiffres permettant à la Grèce de rentrer dans l'UE. Et ceux qui ont fait ça, ce sont les hommes politiques grecs, de gauche comme de droite, mais en particulier aussi Goldman Sachs. Et l'ironie dans cette histoire, c'est de voir que le nouveau président de la BCE, la Banque Centrale Européenne, s'appelle Mario Draghi. Il remplace donc Trichet. Et Mario Draghi, c'est un ancien de Goldman Sachs. Donc on a une situation ubuesque de voir la BCE qui essaye de sauver la Grèce, qui voit comme nouveau patron un type issu d'un institut qui a lui-même trafiqué les comptes de la Grèce. Vous voyez, la mafia, c'est une mafia. Bon. La Grèce est littéralement un laboratoire, car la Grèce a perdu sa souveraineté. La Grèce est un protectorat de l'UE. Et en particulier, on peut le constater avec le rôle de l'Allemagne. On parle du FESF, le Fonds européen de stabilité financière, qui à partir de 2013 doit s'appeler le MES, le mécanisme européen de stabilité. Et d'ailleurs, ce FESF, qui devait avoir un pactole de 440 milliards d'euros, s'est passé à 1000 euros donc la nuit dernière. Qui dirige ça? Un Allemand, Klaus Reckling, lui-même un ancien du FMI. Donc vous voyez les liens. Et parallèlement à ça, vous avez un groupe d'une cinquantaine d'experts européens de différentes nationalités qui se partagent entre Athènes et Bruxelles pour surveiller l'État grec, entre autres pour la gestion des fonds structurels. Qui fait ça? Qui dirige ce groupe d'experts? Un autre Allemand, qui s'appelle Horst Reichenbach. Et ce Horst Reichenbach, c'est le vice-président de la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement. Donc vous voyez, il y a une mainmise germanique dans cette histoire. La dette grecque, qui est colossale, qui tourne autour des 350 milliards d'euros, a été en partie éliminée, 100 milliards qui sont passés à la trappe. Donc il y a un petit souffle apporté à la Grèce. Il n'empêche que la Grèce est sous perfusion. Et puis vous avez vu cet événement de la Chine qui va participer au soutien de l'euro, de l'Union européenne. Alors tout le monde s'est un peu étonné de l'arrivée de la Chine. Eh bien non, il ne faut pas s'étonner, parce que dans les plans mondialistes, la Chine est déjà bien intégrée. Enfin, quand je dis la Chine, les élites. Voyez-vous, la Chine de Mao, c'est 1949. 1949, vous avez eu un institut qui a été créé, qui s'appelle le Chinese People Institute of Foreign Affairs, donc l'Institut chinois des affaires étrangères. Vous le tapez sur Internet, il est en chinois et en anglais. Qui a été créé en 1949. En fait, c'est très intéressant de voir les origines de cette création, de cet institut. Ce sont essentiellement des Canadiens ou des Sino-Canadiens. Il y avait Pauline, il y avait Roning, il y avait Endicott et surtout il y avait un certain Gordon. Ces 4 Canadiens étaient à la tête de grandes banques canadiennes et le nommé Gordon, c'est le plus important, qui a joué un rôle capital dans la création de cet institut chinois pour les affaires étrangères. Ce Gordon est en même temps le patron de l'Institut des affaires étrangères canadien, qui est l'homologue du CFR américain et l'homologue de Chatham House, ces fameux instituts mondialistes. Chatham House, qui a été créé dans les années 20-21, son équivalent, son jumeau américain, même 20-21 aussi CFR. Eh bien, l'homologue canadien, c'est le Canadian Institute of Foreign Affairs, qui s'occupe de ça. Et le patron de cet institut de CFR canadien, c'était ce fameux Gordon, lui-même grand patron des banques canadiennes et grand représentant au sein du Bilderberg. Eh bien, ce sont ces gens-là, canadiens ou sino-canadiens, qui ont créé le, entre guillemets, CFR chinois, le Chinese People of Institute of Foreign Affairs, créé en 1949. Et donc on voit que déjà, dès la création de la Chine communiste, vous avez des liens profonds entre les élites anglo-américano-canadiennes et les élites communistes. Et ça perdurait.